Bonjour Bastien Cabot, vous êtes agrégé d'histoire et vous avez reçu en 2015 le prix de la Fondation Jean Jaurès pour un mémoire de master soutenu à l'EHESS intitulé À bas les Belges, l'expulsion des mineurs borains, Lens, août-septembre 1892. Ce livre revient sur un événement qui s'est produit donc à l'été 1892, c'est-à-dire un affrontement entre mineurs autochtones français et mineurs belges. Et la première question que l'on a envie de vous poser, c'est pourquoi revenir sur cet événement un peu oublié et qui n'a pas pour finir la résonance des grandes grèves héroïques minières comme celle de 1963, de 1948 et d'autres. Bonjour Marion Fontaine, merci pour la question. Alors, je pourrais revenir un petit peu sur les raisons qui motivent de toute façon toute recherche universitaire en vous disant que c'est la partie d'interrogation historiographique, etc. Mais je pense finalement que la vraie question derrière celle-ci, c'est pourquoi cet épisode a été oublié finalement. Qu'est-ce qui motive l'oubli? Comment l'oubli a été organisé ou autre? Et ce dont on se rend compte en plongeant un petit peu dans l'affaire finalement, c'est que ce qui a favorisé cet oubli, c'est avant tout des choix politiques. C'est-à-dire que d'une part, vous avez plusieurs instances, plusieurs acteurs qui vont favoriser cet oubli. Et en premier lieu, donc, l'État français, puisque à la suite de ces troubles, les inculpés français qui étaient poursuivis pour violence contre les mineurs belges vont être donc condamnés dans un premier temps, puis graciés par le président de la République en octobre. Ce qui fait que finalement, l'abandon des poursuites judiciaires a, on pourrait dire, une certaine valeur d'effacement amnésique, c'est-à-dire d'effacement de la mémoire collective. Bon, et puis la deuxième chose, c'est que pourquoi cette affaire est oubliée, c'est aussi une histoire de postérité de l'immigration belge. Puisque, à regarder les chiffres de l'immigration, on a l'impression que entre les années 1880, 1890 et 1900, le nombre de Belges a tendance à se réduire. Donc le nombre de personnes qui étaient considérées comme étrangers belges a tendance à se réduire en France. Et en réalité, ce n'est pas que la plupart retournent en Belgique ou migrent vers d'autres destinations. C'est surtout que l'on a un mouvement de naturalisation très important. Et il ne faut pas oublier finalement que cette naturalisation a été encadrée en partie par les responsables politiques et syndicaux de l'époque, et que cette naturalisation a aussi une certaine tendance à effacer la mémoire, ou disons à causer un certain trouble dans la mémoire ouvrière. Voilà. D'autre part, il ne faut pas oublier que ce qui est intéressant dans la valeur historique de l'oubli, et avec laquelle, de toute façon, un historien ou une historienne est aux prises, c'est que cet oubli, comme dirait Freud, n'est jamais totalement réussi. C'est-à-dire que même si l'événement, en tant que tel, l'événement violent, a en quelque sorte disparu des archives, ou du moins qu'il est absent, silencieux, on va le voir ressurgir, mais pas forcément là où on l'attend. On va le voir ressurgir sous d'autres formes, en fait. Puisque en tant que telle, l'expulsion collective, qui est une pratique ouvrière, qui n'a pas évidemment de grandes lettres de noblesse comparée à la grève, et c'est tout à fait compréhensible, cette pratique-là, elle a tendance à ressurgir épisodiquement le long du 19e siècle, un petit peu moins au 20e siècle, mais ce qu'il va en rester, c'est surtout un affect politique, une sorte d'émotion collective, on va dire, qui ressurgit non plus sous la forme brutale de l'expulsion, mais qui va ressurgir plutôt dans des projets de loi. Et l'intérêt, si vous voulez, de s'intéresser à cet événement, c'est aussi de faire la généalogie, comme dirait Foucault, de la généalogie des lois qui ont eu tendance à vouloir limiter le nombre d'étrangers en France, etc. Donc des lois qu'on va appeler de protection du travail national. Et ces lois-là, en fait, on voit qu'elles ont une origine ouvrière. Alors ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est que certains, donc, comme Foucault, diraient la loi est l'expression de la domination. Or, en réalité, les ouvriers n'ont jamais réellement dominé, finalement. Donc, qu'est-ce qui permet d'expliquer que ces lois de protection du travail national, ces lois d'encadrement de la main-d'œuvre immigrée, aient pu passer dans le champ de la domination, finalement?
Et ça, c'est une sorte de... bon, je vais poursuivre la métaphore psychanalytique, mais c'est une sorte de retour du refoulé qui se traduit dans la vie politique française par la loi de 1893 sur l'encadrement des travailleurs étrangers, les lois Milorand de 1899, les lois du 26 août 1932 qui instaurent des quotas sur le travail immigré. Voilà. Alors, Cérix, donc, qui oppose mineurs français et mineurs belges, et qui se termine, vous l'avez dit, par l'expulsion, au moins provisoire et dans un certain nombre de cas définitifs, des mineurs belges, évidemment, elles interrogent, c'est-à-dire qu'elles contreviennent à cette idée qui prend évidemment de l'ampleur à la fin du XIXe siècle, de la solidarité de classe, et elles voient s'opposer des gens que leurs intérêts matériels devraient unir entre eux, jusqu'à la violence. Alors une violence qui ne va pas jusqu'à ce qui se passe par exemple à Aigues-Mortes à peu près au même moment, mais qui se termine quand même de manière relativement grave. Et naturellement, la question qu'on a envie de vous poser, c'est quels sont les motifs, quelles sont les raisons des acteurs à Cérix, pourquoi les mineurs autochtones, à un certain moment, agressent et cherchent à expulser les mineurs belges. Alors justement, la comparaison en fait avec Aigues-Mortes est plus que pertinente, puisqu'elle permet de voir que sous l'apparence d'un événement de deux événements qui seraient similaires, en réalité, les rationalités, ce qu'on peut appeler les rationalités ouvrières, sont totalement différentes. Pourquoi ? Parce que, à Aigues-Mortes, on est dans un cadre, disons, assez sauvage de recrutement de la main-d'œuvre. Il n'y a pas forcément de syndicat qui encadre la compagnie des Salins du Midi. Au contraire, c'est un recrutement qui mobilise des saisonniers. Voilà. Évidemment, le contexte du Nord-Pas-de-Calais est très différent. On sait que les premières grandes grèves ont lieu en 1884 avec Anzin, en 89, ensuite dans le Pas-de-Calais en 91. Donc, on serait tenté de dire dans un premier temps que c'est le syndicat qui devait avoir sa place dans l'organisation de ces émeutes. Or, ce n'est absolument pas le cas. On a le sentiment, en s'intéressant un petit peu aux archives, que c'est d'abord de la base, de cette base un peu introuvable finalement, que semble partir le mouvement xénophobe. Et c'est ensuite que le syndicat tente de se raccrocher finalement à cette expression qu'il ne contrôle pas trop. Alors il y a plusieurs choses à dissocier. C'est d'abord les formes de l'action ouvrière qui sont mobilisées par les mineurs du Pas-de-Calais. C'est-à-dire que ces mineurs-là, lorsqu'ils expulsent, les ouvriers étrangers vont mobiliser les formes de la grève en milieu minier, c'est-à-dire un espace, comme l'a bien dit Michel Perrault dans son étude sur la grève, un espace où finalement la parole infrapolitique tend à se répandre très vite et à devancer constamment les forces de l'ordre. On voit les forces de l'ordre constamment démunis en fait devant les émeutes. Et puis il y a aussi donc cette pratique de l'expulsion collective qui se réfère à ce qu'on peut appeler un répertoire de l'action qui aujourd'hui est un petit peu passé dans l'oubli. Voilà. Donc d'un côté on va dire l'action ouvrière et puis de l'autre côté cette tendance du syndicat à vouloir se rattacher à récupérer quelque part, ou à réencoder cette action brutale. Dernière chose, peut-être qu'il faut souligner, c'est que on sait qu'il faut, disons, accorder une certaine attention à l'expérience consciente que font les mineurs, ou disons, s'intéresser à la façon dont ils s'expriment sur le moment, mais il faut bien évidemment pas négliger tout ce qui environne finalement leur discours et leur action. Et en l'occurrence, ce qui tendrait, disons, à surdéterminer un petit peu leur action, c'est le contexte protectionniste, nationaliste, qui procède de deux choses. Alors d'une part, les nombreux projets de loi depuis les années 1880 qui cherchent à encadrer la main-d'œuvre immigrée, et d'autre part, la question du protectionnisme économique qui est symbolisée par les tarifs Méline, d'encadrement donc des échanges agricoles, qui sont très récents, qui date de 1892 et auxquels certains représentants ouvriers vont se référer directement. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux, bien entendu, plusieurs échelles, disons, de référents qui sont mobilisés par les acteurs eux-mêmes lors de ces émeutes.
L'autre question que l'on a envie de vous poser, vous avez commencé à l'aborder un petit peu, c'est évidemment, ces grèves, elles interrogent aussi un mouvement ouvrier qui, en 1892, est en pleine organisation, en pleine gestation, que ce soit sur le plan syndical ou sur le plan partisan. Les socialistes existent, mais sont divisés en de multiples partis. Les socialistes et le mouvement ouvrier en général oscillent entre une vocation internationaliste, le fameux mot de Marx, prolétaire de tous les pays, unissez-vous, et un enracinement national. Et donc, comment, au moins au niveau local, les leaders locaux du syndicalisme, qui sont aussi les leaders politiques du mouvement ouvrier, réagissent? Vous semblez dire qu'ils suivent le mouvement. Est-ce qu'ils se contentent de le suivre ou est-ce qu'ils essaient de l'orienter autrement? Comment gèrent-ils pratiquement l'oscillation entre conscience de classe et conscience nationale, pour employer des mots un peu anciens? Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est que on est dans un contexte très particulier, dominé par une figure assez mythique. On pourrait dire c'est Émile Bally, ou celui qui a été nommé le mineur indomptable. Cette personne-là, d'après les mots de son biographe, c'est une sorte de tyran local, une sorte d'autocrate qui essaie d'imposer ses vues, ses ambitions politiques au mouvement ouvrier. Il faut savoir que Émile Bally, alors qu'il jouit d'une emprise locale très importante, auquel les mineurs se réfèrent dans leur action pour porter des revendications, il est pas détesté, mais enfin pas très aimé, de ses homologues de la Fédération nationale des ouvriers mineurs en Belgique. Il n'est pas très aimé non plus de Jules Guesde, il n'est pas très aimé de Jean Allemann, et bon, il n'est pas forcément aimé du reste de la gauche. Alors, voilà, c'est déjà, il faut partir en fait de ce contexte local où vous avez une personne que l'on accuse constamment d'ambiguïté politique finalement. Et cette ambiguïté politique, elle se révèle assez clairement lorsque Émile Bally dit que il va porter les revendications des mineurs à l'Assemblée et que finalement, une fois qu'il arrive à l'Assemblée, eh bien, en fait, il propose de reprendre des projets de loi sur la protection du travail national et de dire on va instaurer une loi qui permet de limiter le nombre d'étrangers dans les mines. Alors, pour des raisons que je ne vais pas forcément développer, mais qui se réfèrent bien sûr à cette question du protectionnisme social, ce qu'on a pu appeler le protectionnisme social. Voilà. Alors, bien évidemment que lorsque Bally va essayer de nouer des liens avec les autres socialistes belges ou avec les autres socialistes français, on va passer pas loin de la rupture. On parvient à rédiger un manifeste commun, mais les effets finalement de cette résolution collective du conflit sont relativement minimes comparés au résultat de Bally, qui est l'instauration d'une loi qui va devenir la loi du 8 août 1893 sur la protection du travail national. Alors, évidemment, ce qu'on a aussi, pour continuer la discussion, nationalisme, ambiguïté des représentants politiques, protection du travail local ou du travail national, monde ouvrier, rapport du monde ouvrier aux étrangers, RIX, il y a énormément de mots et même d'attitudes, de situations dans ce que vous venez de nous dire. Alors non pas qu'ils sont homologues à celles d'aujourd'hui, on sait bien que le passé ne se reproduit jamais deux fois, mais qui entrent en résonance avec un certain nombre de questions que l'on se pose actuellement. Et ce que j'ai envie de vous demander, c'est comment, comme historien, vous appréciez ces résonances, c'est-à-dire qu'est-ce que l'histoire vous permet, vous apporte en matière de réflexion sur la situation présente. Ouais, moi, j'ai envie de rebondir sur cette idée que l'histoire se répète jamais deux fois. Marx disait l'histoire se répète jamais deux fois. Enfin, la première fois comme une tragédie et la seconde fois comme une farce. Alors peut-être qu'on est en train de vivre une farce. Je pense pas. Je pense pas quelque part. Le fait que, et c'est ça quelque part, c'est l'héritage d'un siècle et demi de rapports politiques à une seule et même question qui est celle du travail. Le fait que la seule réponse au libre-échange, alors des marchandises, des travailleurs, enfin de la main-d'œuvre, hein, des capitaux, soit celle du protectionnisme, qui ne concerne plus seulement en fait, la protection des marchandises, mais aussi la protection finalement du travail. Le fait que ce soit présenté comme la seule alternative au libre-échange, c'est bien ça qui est le problème
ou quelque part la farce, qui dure depuis 1848 pratiquement, puisque, bon, alors d'autres historiens l'ont bien montré, notamment Pierre-Jacques de Rennes et David Todd dans son livre sur le protectionnisme, c'est en 1848 que la gauche, enfin, une grande partie de la gauche va dire, pour contrer le modèle du libre-échange qui est proposé par la Grande-Bretagne et contre lequel en fait les travailleurs semblent impuissants, on va proposer une sorte de fusion nationale populaire qui prendra en compte les deux sens du mot peuple. Donc le peuple au sens du prolétariat et le peuple au sens culturel, hein, c'est-à-dire du plébéien. Bon. Alors évidemment qu'à partir du moment où l'Internationale ouvrière se met en place, cette option politique-là, qui avait pu être incarnée très rapidement pendant la gauche de la Seconde République, a tendance à passer au second plan. On la voit revenir de temps en temps, en 1899, dès les années 30, souvent portée par la gauche radicale au sens de centriste, ou par une gauche un peu proche de la droite, mais enfin bon, tout ça a assez peu d'importance finalement. Et aujourd'hui, bizarrement, alors que on a tendance à dire, du moins à avoir la conviction que l'effacement du rêve soviétique ou l'effacement des bastions ouvriers tend à laisser la place au Front National, et c'est à discuter finalement, puisqu'en réalité les recherches sociologiques montrent que c'est pas forcément le cas, et puis que ça dépend surtout de la région dans laquelle on se trouve, donc de l'héritage que l'on questionne. Le fait que cette option soit représentée par le Front National interroge beaucoup notre rapport à la politique. Et par ailleurs, ce qui est assez impressionnant, c'est que finalement, on peut se demander s'il n'y a pas certains échos de ce protectionnisme social qui réapparaissent dans la volonté absolue de défendre le Made in France ou de défendre la relocalisation, etc. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu abusif de dire que Montebourg sera un défenseur du protectionnisme social, bien entendu. Cela dit, je pense qu'il y a un courant souterrain qui est né peut-être dans les années 1890 et qui tend à reprendre de plus en plus d'importance devant cette dénonciation de la mondialisation, de ce que certains appellent le mondialisme, etc. etc. Bastien Cabot, merci. Tout ce que vous nous avez dit est effectivement extrêmement éclairant à la fois sur ce moment passé et sur le moment présent. Donc on ne peut que redire et conseiller la lecture de votre livre, À bas les Belges, l'expulsion des mineurs borains, pour comprendre mieux l'ensemble de cette situation.